Donc, effectivement, je vais vous parler de l'impact du premier confinement, donc celui du printemps 2020, sur les conditions de vie et le lien social, en prenant le lien social dans un sens très large. Donc, je précise tout de suite que là, je vais utiliser les résultats d'un travail collectif qui implique une bonne douzaine de collègues de diverses institutions. Donc là, j'ai essayé de mettre un certain nombre d'affiliations, mais il en manque en l'occurrence, donc juste quand même pour préciser que c'est un travail collectif. Donc, effectivement, je vais aborder trois aspects successivement. D'abord, s'agissant des conditions de vie des Français pendant cette période, je vais cibler deux éléments, deux aspects majeurs de ces conditions de vie. C'est d'une part les conditions de logement et d'autre part la question des revenus des ménages. Ensuite, je m'intéresserai donc à la question des liens sociaux extra-domestiques, donc avec des personnes qui se situent en dehors du foyer, que ce soit en distanciel ou effectivement en sortant de chez soi. Et puis ensuite, la question du lien social au sein même des foyers pendant cette période. Donc, on verra qu'effectivement, il y a pu y avoir des tensions. Et bien sûr, les trois aspects sont liés. Donc, pour cela, je m'appuierai sur les résultats de l'enquête, des enquêtes Coconel. En l'occurrence, c'est un projet financé par l'AMR, la Fondation de France et l'IRD, dans le cadre duquel on a fait 9 vagues d'enquête par Internet auprès d'échantillons représentatifs de la population adulte française de mars 2020 à juin 2020. Et on avait aussi une vague qu'on a fait avec CINED, donc en l'occurrence l'équipe LIST qui est dirigée par Anne Lambert. Donc voilà, pour chaque vague, on avait à peu près 1000, soit 2000 personnes représentatives de la population adulte. Juste un point, parce que je n'aurai pas forcément l'occasion d'y revenir. Là, pour le coup, on est vraiment sur l'impact du confinement chez les adultes. Je le précise parce qu'on sait par ailleurs que les mineurs, enfin les ados et les enfants aussi ont été impactés, bien sûr, de façon différente. Alors, d'abord, j'y reviendrai aussi, mais pour affronter le confinement, il faut préciser que certains Français se sont déplacés. Il y a eu un côté un petit peu proactif. Donc, entre le 16 et le 17 mars, il y a un certain nombre de personnes qui se sont déplacées, que ce soit des étudiants qui rentrent chez eux ou des personnes isolées qui vont chez de la famille. Donc, au total, il y a eu une recomposition partielle des ménages qui a affecté plus de 9 millions de personnes, tout âge confondu, là, pour le coup, en comptant les enfants. Donc, la France confinée au départ n'avait pas tout à fait le même visage que la France d'avant, on va dire. Alors, logement, revenu, donc le premier point, c'est que le confinement et la contraction de l'activité, donc la réduction des activités qu'on appelait essentielles à l'époque, ça a induit une hausse mécanique des inégalités sociales de santé, de logement et de revenus, en fait, pour deux raisons principalement. D'abord, on sait que le logement, c'est un aspect de la vie qui cristallise beaucoup d'inégalités. À partir du moment où les gens sont forcés de rester chez eux toute la journée et où leurs voisins aussi restent chez eux toute la journée et où les équipements collectifs ont une des finalités, c'est de réduire les inégalités d'équipements individuels sont fermés, mécaniquement, effectivement, on accroît les inégalités de logement. Et en particulier, quand on sait aussi que la principale nuisance sonore dans les logements, ce sont les bruits de voisinage, quand tout le monde est confiné en même temps dans les mêmes endroits, fatalement, effectivement, les inégalités de logement deviennent beaucoup plus sensibles en période de confinement. Et s'agissant de la question des revenus, on sait aussi que le vaste filet de sécurité qui a été mis en place par les pouvoirs publics a d'autant mieux protégé les gens qu'ils avaient par ailleurs un statut d'emploi stable, et en particulier un CDI. Donc les personnes qui soit étaient indépendantes ou surtout qui étaient, par exemple, intérimaires ou de façon générale qui avaient un emploi précaire, pour elles, l'impact de la baisse d'activité sur le revenu a été beaucoup plus fort. Donc, quand on regarde sur cette période donc, du premier confinement, on a 30% des adultes qui ont déclaré que leur ménage avait vu ses revenus baisser, et on en avait 20% qui disaient que leur ménage avait des difficultés financières qui étaient accrues à cause du confinement, sachant que ces proportions étaient plus élevées parmi ceux qui avaient les revenus les plus modestes, parmi celles et ceux qui étaient en emploi précaire, ou encore parmi les ouvriers et les employés par rapport aux cadres, par exemple. De même, on avait 16% des adultes qui disent avoir été confinés dans un logement sans accès à un extérieur privatif, et 10% dans un logement surpeuplé. Alors, il faut savoir qu'au sens de l'INSEE, un logement surpeuplé, c'est un logement dans lequel on a moins de 18 mètres carrés par personne résidente. Là aussi, il y avait de fortes disparités sociales, puisque ce 10%, en l'occurrence, c'était 3% chez les cadres et 12% chez les ouvriers, les employés, par exemple. Ensuite, on a aussi eu une promiscuité ressentie parmi 11% des adultes. Alors, ce n'est pas la même chose, la promiscuité et le surpeuplement. Là, sur la promiscuité, on est effectivement sur le ressenti, les gens qui se sont sentis à l'étroit chez eux. Là aussi, c'était corrélé à la position sociale, donc c'était plus fréquent
on va dire, en bas de l'échelle sociale, et c'était aussi plus fréquent parmi les ménages précaires. Alors, ce que j'appelle ménages précaires, en l'occurrence, ce sont des ménages qui s'éloignent un petit peu du ménage classique avec un couple, éventuellement avec enfants. Donc, dans ménage précaire, je mets, par exemple, les endroits où on a les ménages en fait, qui réunissent des colocataires qui n'ont pas de lien familial proche, ou alors les ménages pardon, les ménages, les familles monoparentales, ou encore les ménages, justement, qui ont été recomposés à l'occasion du confinement. Donc, cette promiscuité, elle a concerné davantage les personnes en position précaire ou les personnes dont le ménage avait bougé, on va dire, pendant le confinement. On a aussi presque 4 Français sur 10 qui se sentent isolés, alors qu'il y en avait moins d'1 sur 5 en temps normal, donc dans la période avant confinement, sachant que le sentiment d'isolement et la promiscuité souvent se conjuguent, paradoxalement, c'est-à-dire que quand on est reclus chez soi avec des gens dont on ne se sent pas proche, on se sent davantage isolé. Et là encore, ce sentiment d'isolement était corrélé à la position sociale et à ce que j'appelle les ménages précaires. On avait observé une courbe en U, c'est-à-dire que ceux qui se sentaient le plus souvent isolés, c'était à la fois les moins de 30 ans et les plus de 65 ans. Et donc, bien sûr, pour terminer sur cet aspect logement, revenu, il y avait un cumul de ces différents aspects. C'est-à-dire que de façon générale, c'était souvent les mêmes personnes qui vivaient dans un logement surpeuplé, n'avaient pas d'accès à un extérieur, avaient une baisse de leurs revenus et avaient un sentiment de promiscuité et d'isolement. Ensuite, s'agissant des liens sociaux extra-domestiques, alors la notion de lien social, elle désigne habituellement l'ensemble des relations qui se tissent entre les membres d'une même société et qui contribuent à la cohésion de cette société et qui permet aussi à chacun de s'intégrer et de construire sa propre identité, sachant que c'est quelque chose qui n'est jamais achevé. Alors donc les liens sociaux au pluriel, ça va être en gros toutes les relations concrètes qui nourrissent ce lien social, sachant que ces liens n'assurent pas notre intégration sociale une fois pour toutes, ils ont besoin d'être entretenus régulièrement. Alors on peut distinguer différents types de liens sociaux, en particulier donc extra-domestiques, donc avec des personnes qui se sont tirées en dehors du foyer. Donc on a des liens filiaux, des liens électifs, qui peuvent être affectifs ou amicaux. On a des liens organiques, travail, études, soins. Alors, parler de mettre travail, études et soins dans la catégorie des liens sociaux organiques, c'est aussi une façon de souligner que le travail, l'école et même une consultation médicale, ce sont des occasions de créer et d'entretenir du lien social, bien sûr. Ensuite, on a aussi les échanges de services avec le voisinage ou encore des liens plus faibles. Par exemple, on a des sociologues ou des anthropologues qui ont souligné que le simple fait de sortir de chez soi au quotidien et de croiser des visages familiers qui deviennent familiers à force de répétition, même si ça reste des personnes anonymes, c'est aussi quelque chose qui contribue d'un sentiment d'appartenance et d'un sentiment de sécurité au quotidien. Donc voilà, on a toute une diversité de liens sociaux extra-domestiques qui peuvent être affectés par le confinement. Alors, s'agissant d'abord des sorties, on a pu observer que pendant ces 2 mois de confinement, les femmes les plus jeunes et les plus âgées sont moins souvent sorties de chez eux, avec aussi un partage genré des tâches domestiques qui s'est mis en place, c'est-à-dire qu'en gros, les hommes ont eu tendance à plus souvent sortir que les femmes pour aller travailler, effectivement, mais aussi pour aller faire les courses. Donc voilà, paradoxalement, il y a eu une recomposition des tâches domestiques au sein des foyers. D'ailleurs, les hommes avaient d'autant plus tendance à aller faire les courses qu'il y avait des enfants au domicile et donc ils laissaient leur compagne avec les enfants à la maison. S'agissant toujours des sorties, les employés et surtout les ouvriers ont dû beaucoup plus souvent stopper leur activité ou alors la continuer, mais dans des conditions difficiles parce que c'était un travail sur site, avec aussi la question des transports en commun, donc l'exposition à risque d'infection ressentie, etc. Alors qu'à contrario, les cadres ont beaucoup plus souvent, évidemment, pu mettre en place un télétravail qui leur permettait non seulement de sécuriser leurs revenus, mais aussi de continuer à entretenir une forme de lien social extra-domestique, même si on verra tout à l'heure que ça ne s'est pas forcément posé sans problème. En termes de lien social organique, aussi, on a eu une forte hausse du renoncement aux soins pendant cette période, avec des anciennes et des nouvelles inégalités. En l'occurrence, après 7 semaines de confinement, on avait un adulte sur 3 en France qui avait déjà renoncé à se faire soigner depuis le début du confinement. C'était plus souvent le cas des femmes, c'était plus souvent le cas des personnes qui habitent en zone rurale, ce qui était un résultat connu. Là, pour le coup, en l'occurrence, on est bien sur des inégalités anciennes. Mais c'était aussi plus souvent le cas pour les personnes qui n'étaient pas confinées dans leur logement habituel, puisque vous avez expliqué qu'il y avait quelques millions de personnes qui avaient bougé et qui n'avaient pas forcément anticipé d'ailleurs la durée du confinement. Alors ensuite, s'agissant
donc des liens sociaux extra-domestiques en distanciel. Je juste dire un mot effectivement sur, bien sûr, l'usage du téléphone et des médias sociaux pour garder le lien. Ce sont des usages qui se sont beaucoup intensifiés pendant le confinement, mais qui restaient conditionnés par de fortes inégalités liées à l'âge. De façon générale, plus on est âgé, moins on maîtrise bien les nouvelles techniques d'information et de communication, et il n'y a pas eu de rattrapage miraculeux pendant le confinement. Et donc, les plus âgés avaient beaucoup plus de difficultés de ce point de vue-là à préserver un lien social extra-domestique par des moyens distanciels. S'agissant du télétravail, je l'ai déjà évoqué, il y a de fortes inégalités d'accès sur la profession, mais aussi des conditions genrées. En l'occurrence, nos résultats montrent que, par exemple, les femmes cadres ont eu accès aussi souvent que les hommes cadres au télétravail. La différence, c'est que souvent, le plus souvent, les hommes cadres avaient aussi accès à une pièce dédiée au télétravail dans le logement, ce qui était moins souvent le cas des femmes, sachant qu'elles, de leur côté, elles devaient aussi souvent, c'est le point suivant, se charger de la continuité pédagogique. Donc là, pour le coup, elles avaient la charge domestique accrue avec la continuité pédagogique, en plus du télétravail. Donc, il n'y a pas eu d'inégalité d'accès genré au télétravail, mais on va dire des inégalités renforcées du point de vue de l'exercice concret des conditions de ce télétravail. Enfin, s'agissant des échanges de services entre voisins, ils sont restés stables globalement pendant ces 2 mois de confinement, même s'il y a eu des reportages télé, on avait l'impression qu'il y avait de nouvelles idylles qui se créaient, une espèce d'état de grâce, des relations de voisinage. Bon, ça n'a pas été statistiquement significatif, on va dire, et surtout, c'est resté inégalitaire. On sait que les relations de voisinage, c'est quelque chose qui est très marqué socialement, et ça allait rester pendant le confinement. Alors, j'en viens enfin à la question des relations dans le ménage. Un aspect de la vie quotidienne qui intéresse beaucoup les sciences sociales, c'est la question des différents rôles sociaux qu'on exerce. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même rôle, on n'a pas la même identité, qu'on soit chez soi, au travail, avec des amis, avec ses enfants, avec son compagnon ou sa compagne. Donc, chacun de nous évolue en fait dans des cercles sociaux qui sont juxtaposés et plus ou moins étanches. Et une des richesses de la vie quotidienne en général, c'est de pouvoir passer d'un cercle social à l'autre et donc de jouer des rôles distincts. Or, ce qui s'est passé là concrètement pendant le confinement, c'est que pour beaucoup de personnes, en fait, soit on va dire les rôles sociaux qu'ils avaient à leur disposition sont considérablement réduits. En gros, ils étaient réduits à leur rôle domestique. Soit il y avait un télescopage entre ces rôles sociaux, parce que, par exemple, on devait télétravailler de sa cuisine ou parce qu'on devait s'occuper de la communauté pédagogique d'un enfant. Et donc ça pouvait créer des tensions dans le foyer. C'est vrai que je pensais à un mot d'Erving Goffman qui disait « L'individu moderne dort, se distrait et travaille le plus souvent à des endroits distincts et avec des personnes différentes. » C'est une citation qui a déjà quelques décennies, qui je pense qui est d'autant plus vraie aujourd'hui. Donc là, voilà, pendant le confinement, pour le coup, on dormait, on se distrayait et on travaillait au même endroit avec les mêmes personnes. Et ça pouvait être une difficulté. Alors, quand on regarde d'abord la question des relations parents-enfants, un parent sur 10 a rapporté que ses relations avec son ou ses enfants s'étaient dégradées pendant le confinement. C'est une dégradation qui était corrélée aux baisses de revenus, aux ménages agrandis, donc les ménages qui ont accueilli de nouvelles personnes pendant le confinement, au télétravail et à la continuité pédagogique. Donc, encore une fois, à des situations dans lesquelles il y a un télescopage entre rôles sociaux. Ensuite, s'agissant des relations entre conjoints, parmi les femmes confinées avec un conjoint, 1 sur 10 a rapporté une dégradation de ces relations de couple, sachant que c'est 25% en milieu ouvrier et pas 10, donc avec de fortes disparités socio-économiques. Et enfin, du point de vue on a aussi interrogé la question des tensions au sein du foyer, sans distinguer cette fois-ci la question du lien entre les personnes entre lesquelles il y avait une tension. Et donc, début mai, on avait 1 adulte sur 5 qui disait avoir connu des moments très difficiles sur le plan personnel pendant le confinement à cause d'un conflit avec une personne, un proche avec lequel il était confiné. Ça concernait davantage les femmes, ça concernait davantage les jeunes, avec des facteurs associés qui étaient sexuellement différenciés, mais qui renvoyaient à ces liens sociaux perturbés. En l'occurrence, pour les femmes, c'était le fait de vivre dans un logement surpeuplé et de télétravailler. Et puis pour les hommes, le fait d'avoir des difficultés financières accrues par le confinement, de télétravailler et d'être en couple avec quelqu'un en dehors du foyer. Parce que, encore une fois, je vous parlais de ces ménages précaires ou qui ont été précarisés par le confinement. Il faut savoir que d'après les enquêtes de l'INED, en moyenne, les nouveaux couples ne s'installent ensemble qu'au bout de 2 ans et que, inversement, quand il y a une rupture, la décohabitation n'est pas immédiate. Et donc, en figeant les foyers au moment du confinement, on a aussi séparé des couples et forcé des couples séparés à cohabiter. Donc, il y a aussi une précarité accrue de certaines situations particulières
qui sont très minoritaires, mais qui, à l'échelle de toute la population, finissent par concerner 1 ou 2 millions de personnes. Donc, en résumé, puisqu'il faut quand même qu'il me reste 2 petites minutes, le confinement du printemps 2020 a eu un impact brutal et très inégalitaire sur les conditions de vie et de logement des Français adultes. Il a aussi eu un fort impact et également très socialement différencié sur les différentes formes de liens sociaux extra-domestiques et sur les relations au sein du foyer, sachant qu'on retrouve ici des inégalités socio-économiques, des inégalités de genre, d'âge, et puis aussi la question de ce que j'ai appelé les ménages précaires au sens large, y compris avec l'aggravation d'inégalités antérieures. J'ai cité la question de la fracture numérique du point de vue des inégalités d'âge tout à l'heure. Alors, là encore, bon, le panorama que je vous ai dressé, c'est un peu à la serpe. C'est une enquête, c'est pas dans la dentelle, donc je pense que ça sera complémentaire avec certaines interventions qui vont suivre, où on aura des choses beaucoup plus qualitatives et beaucoup plus précises. Là, l'objectif, c'est vraiment de dresser un panorama large. Préciser bien sûr que cet impact, il a eu des effets sur la santé mentale des Français. J'en dirai pas plus parce que c'est un aspect qui va être creusé tout à l'heure pour les étudiants. Mais au-delà des étudiants, en population générale, on a effectivement observé un impact très net en termes de problèmes de sommeil, symptômes anxieux et dépressifs. Et un dernier point important qui est important pour les chercheurs en sciences sociales, il faut savoir que les inégalités sociales, c'est mauvais pour la santé. C'est quelque chose qu'on sait depuis quelques décennies. Au-delà de la question du niveau de vie, plus dans une société donnée, il y a des inégalités fortes, plus il y a des impacts de ces inégalités sanitaires, et on sait que les inégalités sociales tuent. Alors, en particulier, il y a des économistes américains, Anne Case et Angus Deaton, qui ont publié un livre qui a fait pas mal de bruit là-dessus. C'était avant le Covid, sur le fait qu'effectivement, les inégalités sociales tuent. C'est ce qui s'appelle les morts de désespoir. Alors, ça va être par exemple des personnes qui vont avoir des conduites addictives pour gérer des situations de forte précarité. Et du coup, ça fait des morts différées, mais au final, effectivement, quand on les compte, c'est un véritable impact sanitaire. Et le deuxième aspect aussi, c'est que ces inégalités, on sait aussi qu'elles dégradent donc non seulement la santé des populations, mais aussi la cohésion des sociétés. Or, la cohésion sociale, c'est quelque chose qui est important, surtout dans le contexte actuel, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'on est à un moment de la campagne de vaccination, comme vous le savez, où on cible maintenant des populations pour lesquelles le bénéfice collectif de la vaccination prime largement sur le bénéfice individuel. Et donc, dans ce type de situation, c'est important pour que les gens puissent se faire vacciner pour des raisons altruistes, qui est une bonne cohésion sociale. Donc, de ce point de vue-là, c'est le fait qu'on ait un accroissement des inégalités sociales et pour le coup un impact sur la cohésion sociale, ça pose aussi problème dans un contexte de campagne de vaccination. Je pense que j'ai tenu pile les 20 minutes. Je vous laisse la parole. Bon, merci bien Patrick. C'était effectivement un exercice délicat pour démarrer, mais bon, c'était le but. Je crois que le message est bien passé. L'impact est absolument pas négligeable. Et je crois qu'il faut le marteler à toutes les autorités en santé publique, voilà, qui doivent bien entendre quand même que ce sont des mesures qui sont absolument pas anodines et qui ont évidemment qui doivent être intégrées et mesurées dans les évaluations que l'on va faire pour redémarrer. Voilà, espérons pas de nouvelles crises avec une telle intensité, mais bon, voilà, c'est très important.